Premier pilier, la meilleure maintenance. Deuxième pilier, comment on l'exécute. Et troisième pilier, on tourne pour avoir l'entier des éléments. Antoine, je te laisse l'entier de la place. Donc, Marcos, il a parlé de fiabilité, environnement pharmaceutique. Quand vous prenez des médicaments, que vous les donnez à vos enfants, est-ce que globalement, vous avez confiance dans le médicament? Levez la main si vous avez confiance. OK. Donc ça, c'est notre job en tant que maintenancier. On va éviter d'avoir des particules de fer ou de l'huile dans les médicaments. Ça peut paraître un basique, mais la fiabilité concrètement pour nous, c'est ça. Là, l'histoire que je vais vous raconter, c'est un partage d'expérience. C'est pas forcément c'est une présentation, mais je veux que ça soit aussi un échange. Donc, vous pouvez me challenger, me poser des questions. Je vais faire des petites pauses durant la présentation. C'est sous un angle de ce qu'on dit. Alors, pour certains, c'est peut-être un mot que vous utilisez quotidiennement. Pour d'autres, c'est peut-être nouveau. C'est l'asset management. L'asset management, pour vous, c'est quoi? Est-ce que quelqu'un peut me dire en une phrase, c'est quoi l'asset management? Vous avez une partie de la réponse qui est là. Bon, l'asset management, c'est prendre en compte l'ensemble de la vie de l'asset, de la phase projet à la phase opération, au décommissioning, et de regarder un petit peu tout ce qui se passe dans ces phases-là, comment on l'optimise, et on va regarder aussi ce qu'on appelle le total cost of ownership, ou le TOTEX, donc l'ensemble des coûts CAPEX plus l'ensemble des coûts OPEX. Le fait d'avoir cette vision-là en tant que maintenancier, ça va changer la donne sur les choix d'investissement, les choix durant l'opération, durant la phase de vie de l'asset, durant les 10 ans, 15 ans, 20 ans d'exploitation. Ça va vraiment changer pas mal de décisions. Donc nous, à UCB, sincèrement, il y a encore 4-5 ans, nos plans de maintenance, c'était un encéphalogramme plat. C'est-à-dire qu'on était un petit peu malade du milieu pharmaceutique, on avait peut-être un petit peu trop d'argent, et on déployait les mêmes ressources, que ce soit sur un asset critique ou non critique. Que ce soit un produit qui est assez vieux, sur lequel on ne fait pas de marge, ou un nouveau produit, on dépensait la même chose. Et en fait, on a revu un petit peu tout ça. Et la partie IoT joue aussi quelque chose, joue un rôle important en termes de fiabilité, mais aussi en termes de coût, puisqu'on va le voir un petit peu par la suite. Mais derrière, il y a des retours sur investissement significatifs en plus de la fiabilité. UCB, groupe pharmaceutique worldwide, on est un petit peu plus de 9000 salariés. On est sur un chiffre d'affaires qui a dépassé les 6 milliards cette année. Ce qu'il faut retenir sur la partie manufacturing, c'est que voilà, on a des sites au Japon, un gros site en Belgique et en Suisse. On a des centres de recherche et développement en Angleterre et aux USA et un petit peu aussi en Belgique. On est d'abord une boîte de recherche et développement, ensuite une boîte de distribution de médicaments et après un industriel du médicament. Pour information, une première grosse réunion que j'ai faite avec le milieu de mon entreprise, UCB, là, je me suis aperçu que sur 100 personnes, j'étais le seul du manufacturing. Voilà. Alors qu'on est environ 1000-1500 salariés sur la partie manufacturing. On a des très gros sites. UCB à Bulle, c'est 5 gros bâtiments industriels. En Belgique, c'est un campus de 2000 personnes, avec de la R&D, mais aussi de la production, avec environ quasiment 10 buildings de production. Donc voilà, c'est assez large. Aujourd'hui, le but, c'est d'être transparent avec les avantages et les inconvénients. On est dans un contexte pharmaceutique, on a nos challenges, on a nos facilités, mais on a aussi nos contraintes. Donc, vous pouvez challenger, il n'y a aucun souci. Le but, c'est d'échanger. Pour information, tout ce qui est asset management, la Bible, c'est l'ISO 55000. L'objectif de l'asset management, ça reste de maximiser en fait l'asset sur tout son life cycle. Ça sert aussi à réunir un petit peu toutes les communautés, donc à réunir tous les services techniques, les maintenances, les projets et les opérations avec une vision commune. Et la vision commune, c'est la vision de l'asset par rapport à ce qu'il doit fournir pour le business. Et ça, c'est un point clé. Donc le choix d'investissement, que ce soit projet, maintenance, on va toujours se référer au business. Tu as besoin de quoi comme volume? C'est pour les 5 prochaines années, 10 prochaines années, 20 prochaines années. On fait de l'argent ou on ne fait pas de l'argent sur ce produit-là. Et derrière, tous les choix durant le life cycle vont dépendre de ça. Pour bien comprendre ce que c'est l'asset management avec la partie financière, c'est assez simple. Si vous vous mettez ici, là, j'ai une grande estrade, je vais le faire. Je me mets ici et que je regarde ici. Donc là, je suis à la fin de la vie de mon asset. Je regarde un petit peu tout ce qui s'est passé. C'est très simple.
Ici, on a la courbe des coûts. Et en fait, déjà la phase de est-ce que j'achète, imaginez une voiture. Est-ce que je vais acheter une voiture? Qu'est-ce que je vais prendre comme voiture? Une Volkswagen, une Ferrari? Déjà, ce choix-là va influencer 80% de mes coûts sur la totalité du life cycle. C'est-à-dire que là, quand vous avez décidé d'acheter une voiture, vous avez mis 50 000 sur la table. Vous avez décidé d'acheter une Ferrari, vous avez mis 150 000, plus 10 000 balles d'entretien, peut-être même plus par mois ou par an. Vous avez mis des pleins d'essence à tout va. Donc ça, c'est des choix de toute façon, du moment que vous avez fait votre choix au début de l'achat de votre asset, vous ne pouvez plus les modifier. Après, vous pouvez accélérer sur la pédale, avoir une formation de conduite souple, mettre des pneus plus efficients, mettre du biocarburant, mais ça ne va pas changer la donne. Vous avez acheté une Ferrari qui fait du 20 litres au 100. Voilà. Donc ça, c'est aussi le point de l'asset management, c'est de bien comprendre. Et ce que je vais vous raconter, c'est dans l'histoire de l'asset, sur toutes ces phases-là, qu'est-ce que nous, en tant que maintenanciers, fiabilistes, on va faire pour influencer nos choix d'investissement et nos choix de maintenance, en particulier sur la fiabilité et tout ce qui est IoT. Déjà, en tant que maintenancier, notre boulot sur la première phase de est-ce qu'on doit acheter une nouvelle machine, une nouvelle ligne, nous déjà, maintenancier, notre rôle, en tout cas chez UCB, c'est comme ça qu'on le voit, c'est d'essayer de fournir la data. Alors ça ne veut pas dire qu'on a tout. Quand je vous présente des choses, il y a des choses qu'on a, des choses qu'on n'a pas, je ne vais pas rentrer dans les détails. Mais déjà, quand vous connaissez la performance de votre asset, le taux d'occupation, et que vous avez toutes les bonnes master data autour de ça, vous avez déjà des billes par rapport au projet pour dire on investit ou on n'investit pas. Si vous êtes capable de gagner 20% de rendement, ça va peut-être vous faire gagner 1 million, 2 millions d'investissements. Donc bien sûr, dans la première phase de vie, dans la phase plane d'un asset, on doit collecter de la data, on doit les analyser. Pour nous, la maintenance, ça veut dire quoi? Ça veut dire faire des SMED sur tout ce qui est optimisation des temps de maintenance. Alors on le fait beaucoup en production sur des temps de changement de format, de nettoyage, mais en SMED, on peut le faire aussi. C'est aussi un outil qui se passe très bien. Essayer de faire de la maintenance plutôt entre les batchs ou à des heures creuses par rapport à la production, par rapport à nos clients. Alors ça dérange beaucoup la maintenance parce que ça fait venir travailler le week-end, de nuit, où on ne sait pas forcément quand la ligne de production sera disponible pour la maintenance. On ne sait que 1 heure, 2 heures, un jour avant. Donc ça demande beaucoup plus d'agilité. C'est plus compliqué humainement parlant pour les équipes, mais derrière, ça peut éviter des investissements majeurs. Voilà. On a parlé d'un outil de planification juste avant. Le fait d'avoir du big data appliqué à la planification de la maintenance, qui prend en compte les aléas de la prod, les aléas de la maintenance, la disponibilité des spare parts, la disponibilité des équipes, la disponibilité des sous-traitants et ainsi de suite. Tout ça, ça peut permettre de bien cibler tous les temps disponibles pour faire des maintenances, saisir ces opportunités. C'est un petit peu le l'OI de la maintenance. C'est quoi la performance d'un service maintenance par rapport à une ligne de production pour éviter les temps morts. Voilà. Donc ça, c'est ce qu'on va essayer de faire en tant que maintenancier. Je passe assez vite parce que c'est plutôt du concept. Je voudrais plus rentrer dans le détail sur la partie IoT après. Sur la partie design, donc nous, la maintenance, je pense que vous devez tous le subir suivant la maturité de votre organisation. Nous, chez UCB, comme on n'est pas un industriel, on n'était pas un industriel de la pharmaceutique, on l'est de plus en plus parce qu'on a fait des gros investissements majeurs. En gros, on avait les projets qui tapaient à la porte de la maintenance et qui disaient « Tiens, au fait, tu as une nouvelle ligne de production, débrouille-toi pour la maintenir. Il n'y a pas d'AMDEC qui a été fait, il n'y a pas de spare part, on n'a pas été impliqué dans le projet, on n'a que des trucs exotiques. » Et puis aujourd'hui, à UCB, on se retrouve avec peut-être 3 000, 4 000, 5 000 assets et on en a peut-être 4 000 différents. Donc à maintenir, c'est un petit peu compliqué. Donc le premier pas, c'est définir des standards industriels et derrière ça, définir des stratégies de maintenance. Alors on entend beaucoup le mot stratégie de maintenance. On va rentrer dans le détail par la suite. Ce que je dis quand je parle de stratégie de maintenance, c'est par rapport à la criticité de l'équipement, par rapport aux besoins du business, quelle est ma politique de spare part? J'ai en stock, j'ai pas en stock. Quelle est la politique du contrat de sous-traitance? C'est un truc golf premium ou est-ce que le mec peut venir qu'au bout de la semaine? Le run to failure est une stratégie de maintenance. La priorité d'intervention en termes de correctifs, est-ce que c'est la priorité 1, le mec il lâche tout, il y va, ou est-ce qu'il a 2 jours, 3 jours pour intervenir parce qu'au final, ce n'est pas là-dessus qu'on fait notre gras. Voilà. Ce qui est important de comprendre dans l'asset management, c'est que le point de vue du technicien de maintenance, le point de vue du responsable de prod, celui de la supply chain et celui de finance peut être complètement différent.
Si vous allez voir le mec de la prod, vous lui dites est-ce que c'est une priorité pour toi? Il va te dire ouais, c'est une priorité. Blah. Tu vas voir supply chain, il va te dire je m'en fiche, j'ai 6 mois de stock. Tu vas voir finance, il va te dire je m'en fiche, je fais 5 francs 6 sous de marge là-dessus. Par contre, l'autre produit, c'est prioritaire. Voilà. Donc c'est ça aussi le rôle de l'asset management par rapport à tout ce qu'on va décider, c'est de bien garder cette perspective du besoin business. Sur la phase design, comme je vous l'ai dit, c'est toute la partie implication des équipes, maintenance dans le cadre des projets. C'est facile à dire, c'est beaucoup plus délicat à faire parce que les gars, c'est des gars de terrain, et on a du mal à recruter. Des fois, on n'a pas des gens qui sont fortement capables de travailler en projet, parce qu'on est plutôt sur des profils seniors. Et puis, c'est toujours les mêmes. C'est-à-dire qu'en fait, quand tu as le bon expert, là, Utilities, ou le bon expert de la machine Intel, lui, on lui demande sur tous les projets. Sauf que le mec, il est comme tout le monde, il travaille 40 heures par semaine, il a le droit à ses vacances, et il a aussi son boulot opérationnel à faire. Donc ça, c'est un petit peu délicat, ça demande un travail sur les matrices de compétences, les plans de formation, les plans de développement sur du court et du moyen terme. Autre chose qu'on cherche à mettre en place pour la phase define, c'est des boucles d'amélioration continue. C'est ce qu'on peut appeler le knowledge management. C'est faire en sorte que les gars sur le terrain, les techniciens de maintenance, donnent du feedback via des outils comme SAP. Donc nous, par exemple, chez nous, ils créent des notifications pour donner du feedback. Merci de modifier le plan de maintenance parce que j'ai vu que là, en termes de safety, de qualité, ce n'était pas bon, on pourrait faire différemment. Donc ça, c'est ce qu'on cherche à faire en termes de boucles d'amélioration continue. Chez nous, avant, les plans de maintenance ne vivaient pas. Vous avez des ingénieurs fiabilité chez vous ? Levez la main ceux qui ont des ingénieurs fiabilité. Il n'y a que une dizaine. Voilà. Bon, nous, il y a encore quelques années, on n'avait pas d'ingénieur fiabilité. Qui dit pas d'ingénieur fiabilité dit qu'on a des plans de maintenance qui ne bougent pas. Et comme on est dans un monde qui bouge, on a des assets qui vieillissent, on a plus ou moins de production, on a besoin d'avoir des plans de maintenance qui évoluent en fonction des besoins de la prod et de nos clients. Et on cherche à mettre en place le TOTEX pour donc, le Total Cost of Ownership. Le TCO, c'est le Total Cost of Ownership, ou le TOTEX en anglais, ou on peut le dire aussi le TOTEX pour Total of Expenditure, donc c'est tous les coûts de projet et les coûts opérationnels. Et ça, c'est quelque chose qu'on va chercher aussi à mettre en place et l'analyser dans toutes les vies du projet. Donc par exemple, dans la phase design, c'est de se poser la question, quand vous achetez votre Ferrari ou votre Volkswagen, c'est combien elle va me coûter sur toute la vie de mon asset, c'est quoi sa durée de vie et c'est quoi tous les coûts énergétique, maintenance, opération. Mais derrière, ça a un fort pouvoir de décision et c'est plutôt avantageux pour la maintenance parce que bien souvent, on se retrouve avec des CAPEX plus importants qui vont avoir un impact OPEX positif pour nous avec par exemple moins de maintenance. Je vais passer sur la phase construct, mais là, c'est toute la phase projet où en fait, on met en place le projet, on initie le projet, et là, forcément, il y a un partenariat qui se fait avec la maintenance, avec des délivrables qui doivent être très clairs, un processus de handover qui doit être fortement formalisé, parce qu'il y a une grande collaboration à avoir entre l'engineering et la maintenance. Et le dernier point, ça va être tout ce qui est stratégie de maintenance. Et c'est là où on va focaliser sur la stratégie de maintenance en lien avec toute la partie IoT, parce que pour nous, en tout cas, ça a eu un impact bénéfique sur la fiabilité de nos assets et sur les coûts. Ça, là, tout à l'heure, je vous ai posé la question, est-ce que vous aviez confiance dans le médicament? Nous, notre job, en fait, c'est ça, au niveau de la maintenance, c'est faire en sorte que le risque il soit le plus minime possible. Et derrière, il y a des paramètres de coût et de stratégie par rapport à des produits. Mais notre job, c'est faire en sorte que le client, il ait confiance. Surtout si on est sur des gens qui sont très malades, ils n'ont pas d'anticorps sur eux. Donc si on leur injecte un produit qui leur fait du mal, c'est très problématique. Et la maintenance peut, si elle fait mal son boulot, avoir ce qu'on appelle des contaminations croisées, des particules de fer, des particules d'huile ou autres. Donc on a intérêt à être très carré là-dessus. Quand on parle de stratégie de maintenance, alors nous c'est un choix qu'on a fait chez UCB. Déjà, on a listé tous nos assets. Tous ces assets-là, on a regardé un petit peu leur niveau de criticité. La criticité, on l'a répartie en 5 zones. Une partie safety, une partie environnementale, une partie GXP, c'est tout ce qui est Good Manufacturing Practice, c'est notre bible dans le milieu pharmaceutique pour bien faire les activités de maintenance. C'est sur lequel on est évalué par les autorités. Toute la partie légale, donc par exemple un contrôle d'extincteur, un contrôle de sprinkler, un ascenseur, c'est du légal. Les armoires électriques, c'est du légal, on en a parlé juste avant.
Et la performance, c'est être sûr que quand on appuie sur le bouton, ça marche et que ça délivre ce que veut la supply chain et le client. Donc sur tous ces assets-là, on a défini des niveaux de criticité. Sur la partie performance, excusez-moi, je ne peux pas faire un petit retour en arrière. Sur la partie performance, on a défini le niveau de criticité en low, medium et high. Donc pour chaque asset. C'est assez basique. Je vais me mettre là peut-être pour mieux que vous voyez, mais un asset qui est high, c'est un asset sur lequel il y a une panne, il n'y a plus de production, le client, il n'a pas son produit. Il faut savoir qu'on a des produits, donc ça c'est pour les gens qui sont dans le pharmaceutique, biotech, c'est des temps de production qui vont être de 1 semaine à 1 mois, suivant les bactéries sur lesquelles on travaille. Un lot, donc c'est 1 mois de travail. Si on perd le lot, derrière, c'est des milliers de coups de téléphone pour dire à un patient, vous n'avez pas votre médicament. Et souvent, on est sur des médicaments qui ne sont pas remplaçables. On n'est plus dans le cas du paracétamol versus Doliprane. Donc, vous n'avez plus de paracétamol, vous prenez de Doliprane, ça fera le job. Quand vous avez des maladies graves, vous avez quasiment un médicament par maladie. Et puis en plus, votre corps, en tant que patient, vous êtes habitué à ce médicament-là. Donc vous l'acceptez, vous vous êtes régulé, derrière vous avez tous vos autres médicaments qui ont été bien stabilisés. Donc perdre un lot, en plus de la partie financière, sur la partie humaine, c'est vraiment compliqué pour les patients. Donc derrière, on a mappé la criticité de nos équipements sur un point de vue business. Sur la partie médium, c'est quoi? C'est en gros, vous avez une panne, mais si vous augmentez un petit peu vos ressources humaines, matérielles ou énergétiques, vous arrivez à produire un petit peu, moins, mais vous arrivez à produire. Et l'eau, c'est quand vous avez quelque chose qui est backupé. Vous prenez une climatisation, vous en avez 2 pour un bâtiment, elle tombe en panne, l'autre, elle continue à faire le job, il n'y a pas d'impact. Et ça, en fait, ça veut dire que derrière, on a des stratégies de maintenance sur les spare parts, sur l'IoT, sur les formations des gens et ainsi de suite, qui va être différencié suivant ces cas-là. Donc ça, c'est quelque chose qu'on a cherché à déployer. Et là, on va faire le lien sur la partie en fait, préventif et conditionnel avec tout ce qui est IoT. Ici, en haut, on va retrouver tout ce qui est criticité de nos équipements. On retrouve notre low, medium et high. Et puis là, on a la partie saving. Parce qu'en fait, il y a 2 impacts qui nous intéressent, nous. C'est la fiabilité de nos assets et aussi la partie financière. Et en fait, pour faire simple, on a fait un vase communicant. C'est-à-dire qu'on a investi dans des capteurs pour réduire certaines activités de maintenance et donc gagner de l'argent. Et comme le capteur, aujourd'hui, on a une très bonne confiance parce qu'on a un bon retour d'expérience là-dessus, on a pu diminuer notre nombre de maintenance. Donc, pour faire simple, sur un asset qui est low, c'est conceptuel, c'est ce qu'on fait dans la majorité des cas sur des assets low. Au niveau des capteurs d'analyse vibratoire, donc ça c'est un produit, je ne suis pas là pour vendre du eye care, mais c'est vrai qu'on travaille avec eux. Il y a eu des études de marché, on a décidé de travailler avec eux. Aujourd'hui, on va utiliser les capteurs vibratoires si on a un payback direct. C'est-à-dire que si ça m'évite de dépenser trop dans une maintenance, je mets ce capteur-là. Et là, c'est de la maintenance conditionnelle. Donc j'enlève mon plan de maintenance régulier et je fais confiance à mon capteur. Ou sinon, je vais faire le strict minimum en termes de maintenance, peut-être juste la vidange d'huile, le truc qui ne me coûte pas très cher. Mais toute la grosse maintenance, le roulement, la garniture mécanique, je fais confiance à mon capteur. Et puis dans le pire des cas, si j'ai une panne, je n'ai pas d'impact, c'est du lot. Voilà. Et ça, derrière, j'ai des gains financiers. Ces gains financiers me permettent de réinvestir en capteur sur les assets medium et high. Parce que sur les assets medium et high, je prends l'exemple du high directement, là, en fait, je fais la stratégie ceinture et bretelle. C'est-à-dire que j'ai mon plan de maintenance préventif, je change mon roulement tous les 6 mois, j'ai des inspections et en plus, je vais avoir mon capteur vibratoire qui va monitorer mon moteur en question. Donc là, je me permets, vraiment, c'est par rapport à mon business, par rapport à mes patients, je ne veux vraiment pas avoir une panne. Donc là, je mets le maximum de ressources à ce niveau-là. Donc c'est quelque chose qui me coûte un petit peu plus cher en termes de maintenance. Maintenant, par rapport au business, c'est valorisé par rapport aux patients. Et puis surtout, comme j'ai réduit mes coûts sur la partie low ou sur la partie médium, j'arrive à réinvestir sur les assets high. Donc ça, c'est toute la stratégie, je dirais, qu'on a mis en place. Et puis dans notre roadmap sur la partie digitale, ces capteurs-là, ils étaient assez importants pour pouvoir construire aussi tout ce qui est maintenance 4.0.
Donc Maintenance 4.0, c'est tout ce qui est intelligence artificielle, big data. C'est quelque chose qu'on entend beaucoup parler. Maintenant, et c'est un retour d'expérience, je vous donne mon point de vue. Aujourd'hui, quand on fait des proof of concept, quand on fait des études de marché, on s'aperçoit que sur notre domaine du big data, quand on a plein d'assets différents, et c'est un point important, en fait, le retour sur investissement, il n'est pas là. Parce qu'il y a trop de diversité. En termes de cybersécurité, amener les données dans le système tierce, les analyser, customiser les algorithmes par rapport à ce type d'asset bien précis, puis après refaire le même projet pour un autre asset qui a d'autres références et ainsi de suite, c'est beaucoup plus compliqué. Aujourd'hui, avec ce type de solution-là, en termes de payback, mon simple capteur me permet d'éviter ma panne. Donc aujourd'hui, toute la solution big data, sur tous les proof of concept qu'on a fait, les études de marché, je n'ai pas encore un retour d'investissement significatif qui me permet d'investir de façon majeure sur tout ce qui est big data. Donc aujourd'hui, tout ce qui est avoir un bon planning de maintenance préventive et de la maintenance conditionnelle avec de l'IoT, je dirais en maintenance 3.0, ça me suffit pour faire de la bonne maintenance conditionnelle et optimiser mes coûts et réduire ma fiabilité, et augmenter ma fiabilité. Voilà. Donc ça, c'est ce qu'on a fait un petit peu au niveau du CB, ce qu'on est en train de faire. C'est un circuit à 2, 3, 4, 5 ans. C'est quelque chose qu'on déploie. On est attentif à tout ce qui est maintenance 4.0, mais aujourd'hui, je n'ai pas d'intérêt économique et je n'ai pas un gap avancé en termes de fiabilité par rapport à cette technologie-là. Donc, je suis plutôt basé sur tout ce qui est analyse conditionnelle avec tout ce qui est analyse vibratoire. Un des derniers slides, c'est sur la partie operate et maintenance. Donc là, c'est vraiment durant les 10-15 ans de l'asset. J'ai mes capteurs d'analyse vibratoire, mais on va aussi avoir ce qu'on appelle un processus de technical assessment pour regarder un petit peu la santé de mes assets. Donc en gros, on va avoir une carte d'identité de l'asset. Pour chaque asset, on va aller collecter les données en termes de qualité, de coût, son impact environnemental, de maintenance, pas mal d'informations comme ça. Et puis par rapport aussi avec toutes les données financières et les données business, on va pouvoir prendre des décisions d'investissement de type CAPEX, de type OPEX, lancer des projets de type Lean Manufacturing Six Sigma, des revamping, on va gérer l'obsolescence. Donc ça, c'est des choses qu'on met en place en priorité sur tous nos business critiques et sur les assets critiques qu'on a vus en étant high. Voilà. Donc là, voilà. Après, il y a d'autres choses qu'on fait sur la partie operate, comme tout ce qui est frontline maintenance, tout ce qui est un petit peu TPM. On essaye de développer un petit peu ça. Et un point que je voulais souligner sur la dernière phase d'un projet, la dernière phase d'un asset, qui est le disposal, donc le decommissioning en français, le démontage d'un asset. La maintenance a encore un rôle à jouer, puisqu'en fait, dans cette phase-là, ce qui est intéressant, c'est le retour d'expérience. Donc le but, et sincèrement, c'est quelque chose qu'on ne fait pas encore, c'est déjà se poser la question du TOTEX, parce qu'on l'a utilisé durant 15 ans, donc combien il nous a réellement coûté? Est-ce qu'on aurait pu faire des choix alternatifs? Et puis après, c'est tout ce qui est, je dirais un peu comme on peut voir dans l'automobile, quand des fois ils font de l'engineering inverse, là c'est de la fiabilité inversée, c'est-à-dire que quand on démonte totalement l'équipement, on peut aller voir des choses qu'on n'a jamais vues durant les 10-15 ans d'opération parce qu'on n'a pas pu mettre les mains dedans. Et c'est toujours intéressant de regarder un petit peu. Alors nous, on va regarder tout ce qui est corrosion, tout ce qui était oxydation, des choses comme ça, ou l'usure des actionneurs, des choses comme ça. Il peut y avoir des informations importantes et derrière, ça doit enrichir en fait, la partie connaissance sur les futurs projets pour faire des meilleurs choix en termes de design ou en termes de matériaux ou en termes de fournisseurs. Voilà. Questions, feedback, challenge.